J'habite à Toulon où Henri Laborite avait fait des cellules de confinement, c'est-à-dire que on isolait les gens dans des cellules à privation sensorielle totale. Personne ne résistait à l'angoisse. Mais les seuils étaient variables. C'est-à-dire que très rapidement, ceux qui, avant d'aller dans une cellule à confinement, avaient acquis des facteurs de vulnérabilité, une famille difficile, la précarité sociale, des traumas antérieurs, ceux-là avaient des angoisses au bout de quelques heures et parfois même des hallucinations. Ceux qui résistaient le mieux, c'est ceux qui, avant la cellule à confinement, avaient acquis des facteurs de protection, une famille stable, un diplôme, un métier intéressant, une richesse de langage, un réseau amical. Ceux-là avaient des angoisses, mais très longtemps après, certains même résistaient totalement et n'avaient pas d'hallucination. Donc la réaction à une même situation n'était pas du tout la même selon le développement antérieur à l'agression. Alors, sur le plan aventure humaine, c'est la première fois depuis qu'il y a des hommes sur Terre qu'il y a un confinement volontaire planétaire. Je crois que c'est jamais arrivé. Ça pose un problème technique et surtout un problème éthique énorme. C'est que pour économiser quelques centaines de milliers de vies humaines, on provoque la ruine d'une partie énorme de la planète. Et on provoque même probablement la ruine de la planète entière parce qu'on ne pourra plus subventionner les pays pauvres, l'Afrique, l'Égypte et beaucoup de pays du Proche-Orient qui tenaient le coup grâce aux subventions occidentales. Et quand les gens sont en famine, très rapidement il y a la guerre. Je reçois des mails et des photos des favelas du Brésil où l'espérance de vie est de 1 ou 2 jours. Et les gosses des favelas sont déjà en famine, donc ils descendent dans la rue et ils attaquent les gens. Donc ça va poser un problème planétaire. Comment sortir du confinement? Je propose de réfléchir et faire des catégories par âge. Quand on est un bébé préverbal, c'est ce qu'on a travaillé à la commission des 1000 jours, on devait remettre le rapport au président Macron le 17 avril. Quand on est un bébé préverbal, si on se confine avec une mère sécurisée par son mari, son conjoint, sa famille, par ses antécédents, le bébé ne souffrira pas du tout. C'est-à-dire que, mais il souffrira si sa mère souffre. Si sa mère souffre parce qu'elle a été rendue vulnérable avant, parce que son mari ne la soutient pas, parce qu'elle est en précarité sociale, si elle souffre, le bébé souffrira. Mais le développement des neurones chez un bébé est tellement rapide, bouillonnant, que dès qu'on va s'occuper de sécuriser la mère, le bébé reprendra un développement correct. C'est la définition de la résilience. Donc la solution, les dégâts sont rapides, mais ils sont très faciles à réparer, à condition d'entourer la mère qui entoure le bébé et il se débrouillera. C'est pas suffisant de sécuriser le bébé, l'enfant. Il faut aussi lui expliquer, sinon il va être angoissé par ce comportement étrange, cette vie étrange qui s'organise autour de lui. Il faudra donc lui expliquer pourquoi, sous forme de jeu, parce qu'il y a 2 mauvaises solutions, se taire, ça va l'angoisser, ou ne parler que de ça, ça va l'angoisser aussi. Il y a un danger, mais on sait ce qu'il faut faire pour le contrôler, et on lui apprend avec des gestes, avec des jeux, avec des chants, on se débrouille, des dessins, et on le sécurise et on lui annonce qu'il y a un danger. Chez les adolescents, ça va être un peu différent. Les filles ont une avance neuropsychologique de 2 ans, ce qui est énorme. Énorme. Ce sont des jeunes femmes qui sauront planifier leur journée et dès la sortie du confinement, elles vont se faire un programme de réinsertion pour la plupart d'entre elles. Ça ne sera pas le cas des garçons qui, eux, vont s'adapter au confinement par un décrochage total à un âge où ils ont la fatigue de la croissance qui est terminée chez les filles et qui est intense chez les garçons, et à un âge où on perd l'habitude d'entraîner son cerveau. Et quand le confinement sera terminé, un grand nombre de garçons feront partie de la population des décrocheurs. On vieillit, on arrive au couple. Une partie des couples en situation de confinement
ont beaucoup souffert. C'est ceux qui avaient acquis avant des facteurs de vulnérabilité, qui étaient à peu près équilibrés parce qu'ils se séparaient le matin pour aller travailler, et là, ils vont rester ensemble. 48 heures après le confinement, la ligne 119 de l'enfance maltraitée était surchargée et la maltraitance conjugale avait atteint un pic faramineux, 48 heures. Donc ces couples-là sortiront du confinement beaucoup plus mal. À l'inverse, et on voit des couples pendant le confinement qui redeviennent attentifs l'un à l'autre, qui inventent des rituels amicaux, des hommes qui se mettent à la cuisine, on voit des modifications des rituels d'interaction du couple qui fait que le couple sortira du confinement amélioré parce que l'attachement aura été activé par l'épreuve qu'ils auront surmontée ensemble. Les personnes âgées se maintiennent par un seul fil, c'est celui de l'attachement. Un geste, un Skype, une visite de temps en temps, ça leur suffit parce qu'ils y repensent ensuite. En revanche, lorsque ce geste n'est plus possible, ils disent rien, ils s'engourdissent, ils cessent de manger, ils cessent de boire, ils se déshydratent et ils meurent. C'est le syndrome de glissement. On dit qu'ils sont morts de mort naturelle, c'est faux, ils sont morts de carence affective.